Merci à vous de votre présence ce soir pour écouter Danielle Tartakovsky, qui est, comme vous le savez, historienne et qui a publié plusieurs ouvrages qui font autorité sur cette question des manifestations de rue. Et le dernier en date, donc celui qui va être l'objet de cette discussion, s'appelle Les droites et la rue, histoire d'une ambivalence de 1880 à nos jours. Et donc c'est l'occasion d'un croisement entre l'histoire, le recul historique, le savoir et l'actualité politique, puisque la droite, les droites sont dans la rue ces derniers temps de façon tout à fait spectaculaire. Et il me semble qu'il y a quelque chose de très important dans ce qu'apporte ce livre, c'est qu'à gauche, on est victime d'une illusion qui est que l'occupation de la rue, les manifestations, ce serait le privilège de la gauche. Ce qui fait qu'on est toujours un peu surpris quand on voit que la droite sait aussi occuper la rue. Et c'est une illusion qui est génératrice de déformation dans les perceptions qu'on peut avoir de la vie politique, de ce qui se passe, et y compris de la diversité de la droite, hein, et de ce que ça signifie quand une certaine droite est dans la rue. Donc je pense que c'est un livre qui nécessite une lecture à la fois sur le plan historique, mais aussi par rapport à l'actualité politique. Et je pense que son auteur va nous éclairer sur cette question du rapport entre l'histoire et l'actualité politique du côté de la droite. Bon, alors merci de l'introduction, parce que j'allais dire il y aura deux points qui va être plus historiographique et un plus politique. Alors, on ne s'était pas concerté. Oui, quand j'ai proposé le livre à la découverte, je leur ai dit, c'était au milieu de la manif pour tous, je leur ai dit, je crains que ça reste d'actualité. Et ils m'ont dit tout de suite. Bon, alors effectivement, à la fin, il est daté, parce que j'ai fini quand se terminait la saison 1, comme diraient les auteurs de la saison 2. Et quand débutaient les bonnets rouges, donc je craignais bien que ça reste actualité, ça l'est. Bon, alors effectivement, je voudrais évoquer deux questions qui ne correspondent pas au plan du livre. Hein. Une première question qui est effectivement celle qui s'est posée à moi au moment de l'émergence et de l'affirmation de la manif pour tous, donc en février dernier. J'étais très frappée par ce que j'ai qualifié d'amnésie des droites manifestantes dans ce mouvement. C'est-à-dire qu'elles ne mobilisaient pas des références antérieures, qui étaient pourtant des références qui auraient pu leur être utiles, puisqu'elles avaient déjà manifesté de la sorte, je reviendrai, dans des manifestations puissantes et qui de surcroît l'avaient emporté. Donc c'était non seulement avouable, mais à la limite, ça pouvait être utile du point de vue de leur mouvement. Alors ça n'a pas duré pendant toute la manif pour tous, dans la mesure où assez rapidement on a vu dans la presse sur chère quantité de références historiques. Mais ces références historiques, c'était plutôt le fait des observateurs, et puis c'était du tout-terrain, c'est-à-dire que même quand les acteurs se sont mis à se comparer avec 68, à contre 68, avec le CPE, ils avaient gagné, pourquoi pas nous, enfin bon bref, c'était toute une série de références, je dirais tout terrain. Si je ne regarde pas à quelle heure je commence à parler, avec moi ça peut être extrêmement grave. Mais il ne s'agissait pas pour eux, donc on se comparait avec des mouvements d'ordre dispersé, mais on n'était pas dans une logique d'inscription dans une filiation de mouvements antérieurs porteurs de sens qui pourtant existaient. C'était pas la première fois que je me heurtais à ça, puisque quand Sarkozy avait imaginé son vrai 1er mai, il y avait une référence qui aurait pu lui être très très utile, puisqu'il s'agissait de légitimer le fait qu'il était le porteur du vrai 1er mai. De Gaulle en 1942 appelle à des 1er mai qu'il qualifie de fait patriotique et qui deviennent une modalité de la résistance imaginée par les gaullistes en 1942 avant que de devenir un lieu de rassemblement en 1943 des différentes composantes de la résistance. Bon, il avait de mauvais conseillers, hein, il ne connaissait pas cette référence, je n'allais pas la souffler bien sûr, mais donc ça faisait plusieurs fois que je constatais qu'il y avait une amnésie, quand pourtant il y avait des références, je le répète, utiles. Or moi je savais bien, je n'étais pas la seule, mais je savais bien pour avoir travaillé dans la longue durée sur les manifestations en général, que la présence de droite,
deux courants de la droite. Alors, dans le bouquin, je le dis, quand je dis droite, je désigne par droite ceux qui, à un moment donné, manifestent à la droite de l'échiquier politique. Les catholiques ne sont pas consubstantiellement à droite. Mais quand ils m'intéressent, c'est parce qu'ils manifestent depuis la droite de l'échiquier politique. Donc, je ne me suis pas demandé quelles sont les élections de droite et que font-elles dans la rue. J'ai regardé qui manifestait à droite dans certaines circonstances. Quand la gauche est au pouvoir, évidemment, il n'y a pas de mystère. Depuis la droite de l'échiquier politique. Et en partant de cette définition-là, la présence de courants de droite, ou de droite dans la rue, elle est précoce, elle est durable. On constate que des forces de droite se sont réclamées très précocement d'une légitimité de la manifestation de rue. Les anti-Dreyfusards, au moment de l'affaire Dreyfus, appellent à manifester dans la rue pour construire le nombre. On est dans des logiques plébiscitaires, à un moment donné où la philosophie politique républicaine, et où donc les républicains, et où donc les Dreyfusards, ne reconnaissent pas de légitimité à la rue. C'est la manifestation anti-Dreyfusard contre la pétition, une collection d'individus sujets qui signent avec leur nom. Bon, progressivement, la rue ne joue pas un rôle majeur dans l'affaire Dreyfus, mais le rapport à la rue, à tout prendre, la rue est plus légitime pour les forces de droite qui se mobilisent pendant l'affaire Dreyfus que pour les forces Dreyfusardes. Ces manifestations, dans la longue durée, de droite, elles ont présenté un rapport à l'État spécifique, dans la mesure où, bien sûr, on a vu des courants de droite utiliser de ce que j'appelle la manifestation pétition. Je fais des tirets, manifestation pétition, manifestation insurrection, manifestation procession, ça désigne un peu des idéales types, mais donc manifestation pétition, c'est-à-dire on adresse une demande à quelqu'un. Oui, la droite l'avait fait sur des questions de la fiscalité, sur les questions de la politique scolaire, avec, s'agissant de la politique scolaire, on y reviendra, un poids des catholiques évidemment fort, mais donc avec des manifestations pétitions qui à différentes reprises ont été capables, quand je dis donc j'ai travaillé de 1880 à nos jours. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien avant 1880, mais ça veut dire que selon moi, la victoire des Républicains, la mise en place des lois démocratiques des années 80, la réappropriation du suffrage universel pose en des termes nouveaux l'usage de la rue. Donc, je sais bien qu'on a utilisé la rue, je vais dire de tout temps, mais ce qui m'intéresse, c'est le rapport aux institutions républicaines une fois qu'elles sont là dans la longue durée. Bon, ces manifestations pétitions, à plusieurs reprises, elles ont été capables de faire tomber des gouvernements directement ou un peu plus indirectement, directement en 1984, la loi Savary, qui emporte avec la loi Savary le gouvernement qui va avec, qui finalement amorce le tournant du septennat Mitterrand. Plus indirectement, en 1926, lorsque les catholiques organisent de très puissantes manifestations, 25-26, contre l'application des lois laïques à l'Alsace-Lorraine, des provinces recouvrées, ils gagnent. Ce n'est pas la seule cause de la chute du gouvernement et du renversement gauche-droite, puisque la droite revient au pouvoir. Ce n'est pas la seule cause, mais enfin, ça agit fortement sur le tournant de 26. Et j'aurais tendance à dire, et nous l'avons oublié, nous l'avons oublié en 95, et nous l'avons oublié pendant une dizaine d'années, que pendant une décennie, entre 1984 et 1995, la manifestation s'est un petit peu imposée en France comme une modalité du référendum d'initiative populaire qui n'était pas inscrit dans les institutions, ce dont se sont réclamés les acteurs de la Manif pour tous. Ça avait été initié en 84 par les catholiques. Donc cette place, cette capacité, dans certaines circonstances, de la rue à peser soit sur des gouvernements, soit, dans le cas de la Ve République, sur l'élaboration de la loi, on trouvait toujours des forces de droite à l'initiative. De l'autre côté, j'ai pas grand-chose à vous offrir avant 84. Bon, après, il y a la décennie 84-95 où la gauche se réapproprie de ce phénomène, mais des années, enfin pendant un siècle, j'ai pas grand-chose à vous offrir. Des manifestations, pétitions, il y en a eu des tas à gauche, mais j'en ai pas d'aussi centrale.
force un peu. Plus problématique, ce que j'ai appelé les manifestations tirées insurrection. Ça ne veut pas dire que c'est l'insurrection, mais ça veut dire qu'on prend l'État pour cible, avec, en allant jusqu'au des manifestations insurrection, je n'en ai qu'à droite. Alors bon, il n'y en a pas tous les jours, hein. Que soit loué, si j'ose dire. Mais des roulades, des chèques, d'accord, des roulades. 1934, le 6 février, sortant de l'anniversaire, et le 13 mai 58. Avec évidemment des articulations, on pourrait y revenir, complexes avec la droite parlementaire. Néanmoins, dans 3 circonstances, des forces de droite se sont essayées à renverser un régime, ou en tout cas, par leur action manifestante dans la rue, très largement contribué à des redéfinitions. Bon. J'ajoute que j'ai une 4e catégorie chez mes manifs, procession, construction du groupe pour lui-même, manifestation, pétition, manifestation, insurrection. Mais il y a aussi ce que j'ai appelé la levée en masse. Le pouvoir descend dans la rue et a besoin de la rue pour affirmer sa force. 30 mai 68. J'en ai pas à vous offrir à gauche. Je pourrais, mais j'en ai pas d'aussi net. Bon, donc, dans ma typologie, je m'apercevais que finalement, et bien qu'on ait tendance à oublier qu'elles sont là, elles ont manifesté souvent et qu'elles jouent un rôle relativement central dans, si on veut écrire une histoire des manifestations et des rôles successifs, et quelquefois centraux, que la manifestation a pu jouer. Alors, pourquoi cette amnésie? Quelques hypothèses. Des forces d'ordre, des forces qui se réclament de l'ordre, et qui ont toujours désigné la rue, la manifestation de la rue, comme le lieu des barbares. Ces barbares qui campent au porte de nos villes, et donc les barbares qui campent dans nos villes, c'est l'autre. Et donc c'est même pas la gauche, c'est les barbares. C'est les barbares. Enfin, évidemment, ça désigne le mouvement ouvrier émergent, puis ça désigne toute une série de forces qui, pendant des décennies, s'en réclament. C'est intéressant de voir que les ligues, celles qui manifestent aussi février 34, les Jeunesses Patriotes, avec l'Action française, sont les 2 acteurs majeurs de la marche contre le Palais Bourbon dans la nuit du 6 février 34. Les Jeunesses Patriotes, elles émergent au lendemain de la panthéonisation de Jaurès. Bon, elles n'ont rien contre Jaurès, hein. Elles n'ont rien pour non plus, mais enfin, c'est la question, on n'est pas là. La panthéonisation de Jaurès a été l'occasion du premier cortège communiste dans les rues de Paris, pour protester contre l'appropriation de Jaurès. Enfin, c'est une autre histoire. Donc, premier cortège communiste, drapeau rouge en tête dans les rues de Paris. Au terme du cortège, ils s'inscrivent derrière le cortège officiel et ils manifestent. Et les Jeunesses Patriotes se créent dans les quelques jours qui suivent en expliquant que le gouvernement radical, le gouvernement quartet des gauches, n'est pas en état de maintenir l'ordre et que donc il faut bien que quelqu'un s'en charge et que donc elle crée des forces d'ordre qui se mettront à la disposition de quiconque a besoin de maintenir l'ordre. On parle au nom de l'ordre, et quand on parle au nom de l'ordre, c'est évidemment un peu compliqué d'assumer sa propre présence dans la rue dans certaines circonstances. Donc il y a certain refoulement des usages de la rue, et évidemment un refoulement qui a été amplifié par le 6 février 34. Ça se finit mal pour l'extrême droite, ça se finit même très mal, parce que l'effet pervers au regard de la droite du 6 février 34, c'est pas direct, c'est quand même le Front populaire, même si il y a des tas de médiations entre les deux. Et puis, le consensus républicain, ça existe en France, c'est donc le premier qui tire contre les institutions, il a perdu, et donc cette manifestation, jusqu'à des dates très récentes, et ça c'est un peu inquiétant, n'est une manifestation qui n'est pas assumée. Donc ça va ouvrir la voie à ce que j'ai appelé une aussi longue absence dans le bouquin, c'est la 2e partie de l'ouvrage, du 6 février 34 à 68. Ça ne veut pas dire que les droites ne sont plus là, il y a le 13 mai 58 au milieu, mais ça veut dire que c'est pas assumable, c'est moins central. Donc la rue, oui, mais la rue comme moyen. La rue comme moyen pour les droites, dans certaines circonstances, c'est-à-dire quand la gauche est au pouvoir, ou dans des circonstances où la gauche est au pouvoir, alors que à gauche, je crois que la rue s'est affirmée précocement comme une image forte de la marche vers un devenir meilleur. Donc la rue, la manifestation de rue, elle s'est dotée très précocement, avant même la construction des organisations ouvrières, syndicales et politiques,
d'un système de représentation, d'une geste, d'un grand récit, que les organisations de gauche, dans leur diversité, ont transmise. La gauche, les composantes de la gauche commémorent une histoire. Et dans cette histoire, la manifestation de rue ponctue souvent les moments forts. La droite ne commémore pas ces manifestations. Jusqu'à avant-hier, hein. Je ne sais jamais ce qui se passe ensuite. Dernier élément qui peut aider à comprendre pourquoi il y a ce rapport au passé qui n'est pas identique à celui de la gauche. En fait, quand je dis la gauche, c'est le mouvement ouvrier et ensuite tous ces prolongements. Je crois qu'il faut partir de l'idée que c'est d'abord une construction de ce qu'on appelait le mouvement ouvrier, puis qui après s'est organiquement traduit dans des formes composites. La droite manifeste souvent. Je parle de beaucoup de manifestations dans cet ouvrage, mais c'est jamais les mêmes organisations. Il y a une discontinuité, il y a une très grande discontinuité des organisations manifestantes. Et alors quand il y a une discontinuité, il est évident que la transmission est plus complexe que quand on a un mouvement syndical qui par-delà ses vicissitudes, ses scissions, s'inscrit néanmoins dans une histoire séculaire. Alors, deux acteurs qui ont une certaine continuité, qui ont une continuité certaine, en fait, en tout cas qu'on retrouve de bout en bout de l'histoire. Simplement, il y a des grands moments où ils sont ils circulent de façon très souterraine, au point que nous avons pu croire qu'ils avaient disparu. L'Action française, acteur de la première heure, qu'on a retrouvé dans le jour de colère. Et puis les catholiques, dont je vous ai bien dit qu'ils n'étaient pas consubstantiellement à droite, mais qui vont constituer, je vais y revenir, un acteur relativement central de ces constructions. Alors je vous ai dit deux questions parce qu'effectivement j'avais à peine commencé à travailler sur ces questions-là parce que la question devenait de plus en plus politique. Pour rien vous cacher, comme la politique m'intéresse un peu, c'est pas que... Bon. Donc finalement, je crois que je vais retraverser un certain nombre de choses, mais autour d'une deuxième question, qui est comment comprendre que ce retour d'une droite radicale dans les rues, à la fin de la manif pour tous, il y avait eu un papier de Steve Zernel, à la fois dans Le Monde et dans l'Humanité, peut-être ailleurs d'ailleurs, où il qualifiait la manif pour tous de droite de combat, et il parlait du retour d'une droite de combat. Bon, évidemment, les mois qui ont suivi n'ont pas démenti ce retour des droites de combat, puisqu'on a vu s'enchaîner toute une série de mouvements, vous lisez les journaux comme moi, donc je ne développe pas jusqu'à Jour de colère, qui est évidemment un peu plus perturbant que les autres, on pourra y revenir. Donc oui, je crois que ces derniers mois, enfin ces mois qui ont été initiés par le début de la manif pour tous, ont révélé qu'il existe bien dans ce pays, on l'avait oublié, une France maurassienne. Est-ce qu'elle le sait ou est-ce qu'elle ne le sait pas? Je ne sais pas si elle le sait ou si elle ne le sait pas, mais à la limite, ça n'a aucune importance. Il existe une France maurassienne. La présence de cette droite maurassienne, elle est attestée par ses invocations, structurer la manif pour tous, et puis ses prolongements récents. L'invocation d'un ordre naturel, l'invocation d'un pays réel, mobilisé par Copé, mobilisé par Sarkozy, qui est un terme qui appartient à la philosophie de Maurras, ou encore une fois, conscient de la citation ou pas, à la limite, ça m'est égal. Pays réel ancré, selon ceux qui se réclament de ce pays réel, dans une tradition organiciste du catholicisme français. Ce pays présumé réel s'enracine dans les régions, le travail, les métiers, la paroisse, la famille, structure de base des manifestations qu'on a vues se dérouler. Et ce pays réel, il s'oppose, chez Maurras c'est au-delà, hein, là je crois qu'on a vraiment une continuité dans les formes de raisonnement, il s'oppose au pays légal, un pays légal qui, selon Maurras, lui a été artificiellement superposé, d'où l'affirmation qui est apparue très fortement dans les récents mouvements d'une légitimité supérieure à la loi, dès lors que cette dernière, la loi, est susceptible, voire encore les dernières revendications, d'affecter les fondements naturels du monde,
du monde, parce qu'il s'agit bien du monde, c'est du monde catholique, d'une certaine manière, ce sont des universaux. C'est bien le pays réel, ancré dans une territorialité, mais on voit bien comment ces valeurs peuvent se décliner ensuite à de plus vastes échelles, et on l'a vu apparaître lors de la dernière manifestation qui se revendiquait d'une ampleur européenne, voire plus si affinité. Ce pays réel ainsi défini, il a de longue date, il a de toute date, il a aujourd'hui encore été il est le terreau fertile du nationalisme, de la xénophobie, de l'antisémitisme. Il a été évidemment au cœur de la pensée des anti-dreyfusards, du système mis en place par les anti-dreyfusards. Plus globalement, le terreau du racisme, sous toutes ses formes. Il a été historiquement théorisé par Maurras, mais porté politiquement par l'Action française. Une Action française donc, qui se constitue en 1909, c'est-à-dire après la défaite des anti-dreyfusards, il y a une volonté de porter sur un autre terrain, qui est à la fois un terrain plus philosophique, avec des formes d'action nouvelles, ce qui a été l'intervention politique des anti-dreyfusards, et c'est un fruit de la défaite. Une Action française qui survit pas trop mal à sa condamnation par le pape en 1926, qui est un des deux acteurs majeurs, je le disais, du 6 février 1934, les deux organisations qui ont le plus de morts, c'est l'Action française et les Jeunesses patriotes, parce qu'à un moment donné, dans la nuit, on a beaucoup comparé ces derniers temps, enfin, il y a eu des amorces de comparaison entre ce qui se passe en ce moment, et notamment Jour de colère, et le 6 février 1934. Je crois que ce qui différencie fondamentalement les acteurs du 6 février 1934 des acteurs de Jour de colère, c'est pas le nombre, il n'y a pas des milliers de gens le 6 février 1934, je ne sais pas combien ils sont, mais ils sont pas 100 000, hein, donc 17 000 là, il y a 15 jours et 6 février. En termes de nombre, je ne vous dis pas que c'est identique, mais il n'y a pas 100 000 personnes le 6 février dans la rue. On ne sait pas, c'est une fou. Mais ces organisations-là, les ligues, sont des organisations qui sont extrêmement ancrées dans un tissu social qui est le monde des anciens combattants. Alors il y a des organisations et le rapport aux anciens combattants n'est pas le même, mais elles ont toutes un rapport fort avec les anciens combattants, et les anciens combattants en 1934, inutile de vous dire qu'on n'est pas sur les marges de la société française. Et d'une certaine manière, je dirais heureusement, c'est pas tout à fait le cas pour les organisations qui ont manifesté il y a 15 jours, et d'une certaine manière, c'est ce qui cause leur échec. Parce qu'elles s'appuient sur les anciens combattants, mais les anciens combattants, ils sont porteurs de valeurs. C'est contre le régime des scandales, mais c'est contre les scandales qui entachent le régime. Et quand manifester contre les scandales qui entachent le régime, ça apparaît brusquement dans la nuit, comme une marche contre le palais Bourbon, et donc une atteinte au régime, les anciens combattants, ils remontent vers l'étoile. Et ceux qui continuent à marcher, c'est ceux qui sont idéologiquement, je dirais, les plus structurés. C'est l'Action française et les Jeunesses patriotes, et donc c'est eux qui ont plus de morts, pour des raisons assez évidentes. Elle survit à sa dissolution en 1936. Il reste un journal, et le journal devient l'organisateur des masses, en lieu et place de l'organisation qui n'existe plus. Elle a évidemment de beaux jours devant elle sous Vichy, puisque la philosophie, le cœur de la philosophie de Vichy, c'est bien la philosophie maurassienne, et donc c'est bien l'Action française qui en est le porteur, même si par ailleurs l'entourage de Vichy est plus complexe que l'Action française. Puis après, on a pu croire que c'était résiduel, en fait. Comme pour écrire le livre, j'ai relu tout ce que j'avais écrit avant, parce que finalement, je me suis aperçu que j'avais écrit des tas de choses sur la trappe, et je ne les avais pas vues, qu'elles étaient là, mais je ne les avais pas vues. Pourtant, j'avais écrit beaucoup de choses, mais je les pensais par rapport à la gauche. Donc j'ai retourné. J'avais écrit quelques nostalgiques de l'Action française. Quand j'ai repris des paragraphes, malheureusement, c'était plus profond que ça, et on ne pouvait pas considérer que c'était uniquement un truc un peu folklorique qui, de temps en temps, m'amusait à la galerie. Bon, donc c'est pas résiduel. C'est pas résiduel, et on les a surgés. Alors cette droite de combat, je crois qu'elle se caractérise aussi par une culture de la violence de rue assumée. La violence de rue qui est théorisée par l'Action française, on le trouvera aussi chez les Jeunesses patriotes, et on l'a trouvé dans le Printemps français, enfin on l'a trouvé dans Jour de colère. La violence de rue comme un moyen de déstabilisation
de ce qui est désigné, dénoncé comme le désordre établi. Ce sont des forces d'ordre. Ils se donnent comme des forces d'ordre. Ils se réclament d'un ordre supérieur. Donc ce qui légitime leur présence dans la rue au nom d'un ordre supérieur, c'est le désordre établi, c'est-à-dire le cartel de gauche, le néo-cartel, Septennat Mitterrand, François Hollande. Front populaire, ils ne sont pas vraiment en état, hein, ça va passer par deux fois. Donc, je vais sauter dans ce Front populaire parce que ce Front populaire, ils ne sont pas vraiment en position d'agir par ces voies-là. On pourra en discuter, mais ça serait trop long. Donc le désordre comme condition du retour à l'ordre naturel invoqué. Cette violence assumée est exceptionnelle en France dans la culture manifestante. Il y a très peu d'organisations qui n'aient jamais couru à la rue. Alors, la manifestation est un bien commun sociologiquement et politiquement de la quasi-totalité des acteurs, même si certains en usent plus que d'autres. Mais le recours à la violence de rue assumée est absolument exceptionnel chez les manifestants. On accuse les forces de l'ordre, on accuse l'adversaire d'avoir menacé, ce qui a obligé à riposter, etc. Mais, donc une violence défensive, oui, mais la violence offensive, rarissime. Rarissime est le fait quasi exclusif de l'action française et de ses au courant de l'ultra-droite. Violence physique, qui peut aller jusqu'à son paroxysme, peut aller jusqu'à des homicides, mais aussi, mais j'en ai déjà dit un mot, violence contre les institutions. Violence contre les institutions, puisque je l'ai dit il y a un instant, je n'ai pas de manifestation, insurrection à vous offrir du côté du mouvement ouvrier ou des forces de gauche. Ce que j'ai à vous offrir, si je puis m'exprimer ainsi, c'est strictement situé à la droite de l'échiquier, dans certaines circonstances, heureusement exceptionnelles, donc transformer les institutions via la violence. C'est ça le 6 février 1934. Hein. Le 6 février 1934, c'est la prise en compte par certains acteurs que le système parlementaire ne permet pas une transformation du régime qui paraît nécessaire à d'aucuns, y compris à des courants modernisateurs de la droite. Hein. Et puisque le système qui préserve les classes moyennes, qui par là même préserve le parti radical, qui par là même préserve le système parlementaire, ne peut pas évoluer, ben, il faut donc agir de l'extérieur. Vous savez, il y a eu tout un débat historiographique, à mon avis un peu dépassé. Est-ce que c'était un coup d'État fasciste ou est-ce que c'était pas un coup d'État fasciste? Les historiens, très majoritairement, nous disent aujourd'hui que c'était pas un coup d'État fasciste. Je pense qu'il je me situe plutôt du côté des historiens qui, d'un strict point de vue historiographique, disent que c'était pas un coup d'État fasciste. On pourrait s'en expliquer, mais c'est un peu long. Mais à la limite, ça n'a aucun intérêt. Ce qui est intéressant, c'est que les contemporains, eux, ils y ont vu une tentative de coup d'État fasciste, c'est-à-dire une tentative de réécrire en France ce qui vient de se passer en Allemagne 9 mois plus tôt. Hitler, c'est mars 1933. Est-ce que c'est du fascisme ou pas du fascisme? Ils ne veulent pas tous la même chose. C'est des organisations, j'ai dit qu'une des différences avec le printemps français, c'est qu'elles étaient ancrées dans un tissu social majoritaire, même si ce tissu social, justement, les lâche en cours de route. Mais en même temps, il y a une deuxième différence, c'est que c'est des organisations qui ont toutes des vraies stratégies politiques. Le problème, c'est qu'elles sont beaucoup, elles ont chacune la leur. Donc c'est évidemment un des éléments qui freinent leur action dans la nuit du 6 au 7 février 1934, mais c'est des organisations qui s'interrogent toutes sur la nature de l'État et sur l'État nécessaire à la France, et qui toutes se réclament d'un État fort. On est en 1934, il y a la crise économique dans quantité de pays, et je ne les compare pas, qu'il s'agisse de l'URSS, qu'il s'agisse des États-Unis, qu'il s'agisse de l'Allemagne, ou qu'il s'agisse du Front populaire. On va assister à un renforcement de l'exécutif dans des formes qui n'ont évidemment rien à voir dans ces 4 pays pour faire face à la crise. Les acteurs du 6 février se réclament d'un État fort. Il y en a quelques-uns qui prennent modèle, pas sur l'Allemagne, c'est pas possible en 1934, mais sur l'Italie, solidarité française. Donc le modèle fasciste, il existe bien, mais c'est, quand je dis fasciste, je veux dire Mussolini, hein. Je ne fais pas un terme générique. Donc il existe bien dans Solidarité française. Il y a ceux qui se réclament d'une monarchie à la Maurras, l'action française. Puis il y a ceux qui se réclament de quelque chose qui n'est pas très loin de notre constitution des écoles publiques. Vous avez les croix de feu, globalement, de la ROC. Il veut mettre fin au parlementaire, il veut
Ils ont des projets constitutionnels qui ne sont pas très éloignés de notre Constitution. Transformer les institutions, mais par la violence contre les institutions. Si je nous ramène, je suis toujours dans la violence contre les institutions, dans la période que nous vivons, il me semble qu'il s'est passé ces dernières semaines, ces derniers mois, un phénomène intéressant et perturbant, évidemment. À partir de 84, je l'ai évoqué tout à l'heure, 1984, je me balade sur le siècle, il faut que je précise, et jusqu'en 95, la manifestation s'est affirmée comme une modalité de ce que les politistes appellent aujourd'hui la démocratie protestataire, inscrite dans l'agenda parlementaire et agissant sur la loi avec une reconnaissance tacite de tout un chacun. On l'a retrouvé avec le CPE, mais le CPE a un petit peu constitué une exception parce qu'à partir de 95, et plus précisément à partir du moment où Raffarin dit la rue ne gouverne pas, au début je me dis vit dangereusement, quand on dit la rue en France, mais c'était une formule délibérément provocatrice, comme la grève on ne la voit pas, hein, comme d'autres. Ça fait monter le mouvement, mais ça fait monter le mouvement dans une situation où le pouvoir s'était donné les moyens de résister quoi qu'il arrive. Il s'agissait de permettre la réforme des retraites, il s'agissait de casser l'instrument. Et globalement, ça marche. Ça marche. Et les acteurs, vous, moi, mais aussi la droite, on ne comprend plus. On ne comprend plus parce que pendant 10 ans, ça a fonctionné comme ça. Donc pourquoi est-ce que d'un seul coup, ça ne fonctionne plus comme ça? C'est un petit peu la question que se sont posés les acteurs de la Manif pour tous, après que nous le soyons. Enfin, excusez-moi de dire nous, enfin, il n'est pas exclu que ce serait nous, après que nous le soyons posés dans un certain nombre de mouvements antérieurs, après 95. Il me semble qu'à partir du moment où la loi sur le mariage pour tous a été votée, la manifestation a changé de nature. Pendant plusieurs semaines, ça nous énerve. Hein. Ça nous énerve, ça nous surprend, ça nous perturbe. Mais globalement, c'est un peu énervant parce qu'on voit les argumentaires se renverser. Mais globalement, ça s'inscrit dans la démocratie protestataire, comme on en a déjà vu. À partir du moment où la loi est votée, on n'est plus dans la même logique parce que c'est le moment où les contradictions surgissent au sein de la Manif pour tous. Et il me semble que c'est le moment où apparaît quelque chose de nouveau, dont le printemps français va être l'expression, dont jour de colère est l'expression. Bon, la référence au printemps arabe était évidente et nous savons bien que c'était une référence un peu postmoderne parce qu'il n'y avait aucune raison d'imaginer que les acteurs du printemps français avaient quoi que ce soit à voir d'un point de vue idéologique avec ceux dont ils se réclamaient du point de vue de l'expression formelle. Donc ça voulait dire quoi? Ben, il me semble, et quand on prend les photos qu'ils ont publiées sur leur site tout au début, hein, avec la place Taïr, etc., ça voulait dire que dans leur esprit, donc dans la stratégie qu'ils mettaient en œuvre, et qu'ils continuent à mettre en œuvre, et donc ça, il faut qu'on sache que ça existe, c'est là qu'il faut qu'on vive avec sans doute pour quelque temps, ils étaient sortis des codes habituels de la manif, ils étaient sortis de la place que la manifestation a progressivement conquise dans le système politique qui est le nôtre, et ils se réclamaient d'autres modèles, je dirais des modèles initiés, rien à voir entre les deux, les révolutions oranges, les printemps arabes, c'est-à-dire des crises majeures advenues depuis les années 70, où effectivement la rue n'est pas comme elle a été en France pendant des décennies, le moyen de gérer les crises à l'intérieur du régime existant, le moyen de peser sur la vie parlementaire, mais la rue est le moyen de faire et de défaire des régimes, comme ce fut le cas dans la France du premier 19e siècle. C'est bien le même espace, mais les finalités, l'articulation entre cet espace, ce qui se passe dans cet espace et la sphère politique n'est évidemment plus du tout de même nature. Et là, nous avons vu ressurgir, avec le printemps français et avec Jour de colère, des acteurs qui se réclament de cet usage-là, vive le putsch. Il y a loin des mots et des banderoles au fait, hein, mais des acteurs sont sortis des codes, de la place, des normes, pour essayer d'initier quelque chose d'autre. Ce n'est qu'un début, comme disait l'autre, etc. Donc espérons que non, mais sachons-le. Encore 5 minutes. Bon, cette violence, elle peut être présente sous des formes qui sont plus dramaturgiques, et donc peut-être moins problématiques au regard de la
démocratie, dans une série de mouvements de droite, enfin à droite, que j'ai qualifié de mouvements de classe moyenne libérale socio-professionnelle, Poujade, Micou, les bonnets rouges, les petits poneys, etc. C'est des mouvements, mais c'est aussi un phénomène qu'on trouverait dans les manifestations d'agriculteurs dans les années 60. Je me suis demandé ce que j'en faisais, mais enfin, bon, c'est autre chose. Hein, les agriculteurs, donc, ils ne sont pas dans le livre. Mais il n'empêche que ce que je dis vaut pour les manifestations d'agriculteurs. C'est des mouvements de classe moyenne libérale. C'est des mouvements où souvent la violence, mais une violence très mise en scène, est beaucoup plus forte qu'ailleurs. Les pneus qui brûlent, on enfonce avec la préfecture. Des collègues politistes qui ont travaillé sur ces questions avec beaucoup d'entretien, c'est souvent une violence très co-construite. Les organisateurs des manifs paysannes négocient la manifestation, et donc les forces de l'ordre disent vous faites brûler des pneus, mais 10 mètres de la porte. Hein. 10 mètres, on ne pourra pas tenir nos troupes. Hein. Alors, il faut que ce soit 5 mètres. Et donc on négocie sur l'endroit. Je suis en train d'oublier le nom de la collègue qui a fait sa thèse sur ça va me revenir. Ça va me revenir. Donc on est une violence co-construite. C'est ce qu'un collègue sociologue, Patrick Champagne, avait analysé sous le titre La manifestation de papier, hein, en montrant comment la violence, qui était une violence construite, il travaillait sur des manifestations d'agriculteurs. Hein. La violence construite était un moyen de capter l'attention des médias du 20h dans une France où la question des médias était devenue beaucoup plus déterminante dans la réussite d'une manifestation. Une manifestation dont on ne parle pas, ne manifeste qu'aux yeux de ceux qui l'ont vue. Donc, je sais, on avait eu quelques accrochages, Patrick Champagne et moi, et finalement, avec le recul du temps, on a toujours le temps d'avoir des accrochages, je vais parler gentiment, mais avec le recul du temps, je me dis que, et ça je ne l'avais pas vu au départ, en fait on a affaire à des acteurs, déjà du coup les agriculteurs, les bonnets rouges, on a affaire à des acteurs qui n'ont pas l'arme de la grève. Et donc, pour donner à voir, et pour donner à voir dans une certaine durée, ils ont sans doute beaucoup plus besoin de ce que j'appelle cette violence mise en scène. C'est pas en fait d'une dramaturgie de la violence. Mise en scène, j'aime pas. Une dramaturgie de la violence dont le mouvement ouvrier n'a longtemps pas eu besoin. Il en a besoin dans des dates très récentes parce que précisément il n'a même plus l'arme de la grève puisque l'entreprise ferme et que la grève n'a plus de la signification. Donc voilà. Attendez, j'ai un peu perdu mon fil. Ouais, alors, je me suis un peu piégée toute seule, pas en perdant mon fil, mais je me suis, enfin, il y a des journalistes qui m'ont un peu piégée ces derniers temps, parce que c'est vrai que j'avais écrit dans un bouquin antérieur, c'était après 95, donc ça tout allait bien. J'avais écrit que la manifestation était un signe de bonne santé de la démocratie. Bon, et alors voilà, évidemment. Bon, c'est toujours un peu embêtant. Il me semble, mais je pense un peu à haute voix, là, parce que comme j'étais vraiment coincée, j'aurais tendance à dire que même si ça nous ennuie un peu, voire plus, la première étape de la manif pour tous, c'est-à-dire jusqu'au vote de la loi, c'est sur des valeurs qui sont les leurs, qui sont des valeurs conservatrices, mais j'ai un petit peu de mal à leur faire subir un autre sort au regard de la place de la rue dans les processus démocratiques. Ça m'ennuie, mais jusqu'au vote de la loi, j'avoue que je suis, à moins de mauvaise foi, ce que je peux être, mais c'est une peu de mal. Par contre, je pense que il y a un vrai élément qui peut permettre de réfléchir à l'articulation entre les manifestations en général et la démocratie. Ce qui est frappant dans les manifestations de gauche, par quoi j'entends, je répète, le mouvement ouvrier et ensuite ces déclinaisons, c'est que il me semble qu'en tout cas jusqu'à des dates très récentes, vous voyez bien qu'on n'a pas grand-chose à se mettre sous la main à part des manifestations défensives. Oui, nous manifestons encore, nous manifestons contre les atteintes faites
démantèlement de ce qui reste encore de l'État social. Donc c'est... Bon, mais on pourra en parler d'ailleurs. Donc si j'accepte les 20 dernières années, c'est pas rien, ou c'est devenu très compliqué. Il me semble que ce qui a caractérisé les manifestations ouvrières ou de gauche, c'est leur rapport aux politiques. Pour des raisons qui tiennent à l'histoire politique en France, les articulations entre le mouvement syndical et le politique ont pu être organiques, ou ont pu ne pas être organiques, mais elles ont toujours été fortes. Le mouvement syndical français, dans sa diversité, dans ses contradictions, le côté force ouvrière, précisément c'est dont je mets en marge, mais qu'on prenne la CGT ou qu'on prenne la CFTC, la CFDT, ont toujours eu un rapport fort aux politiques, et par là même dans des formes qui ont différé selon les périodes et aux organisations qui l'exprimaient. Prenons le 12 février 1934, puisque c'est l'anniversaire demain. D'ailleurs, c'est intéressant parce que pendant des années, on célébrait le 12 février 1934. Cette année, les journalistes ont parlé du 6 et je pense qu'ils n'iront pas grand chose du 12. C'est un peu préoccupant. Donc parlons un petit peu du 12 février 1934, donc cette manifestation de riposte qui est organisée et qui contribue à ce que ce ne soit pas un coup d'État fasciste. Parce que moi, je veux bien que les historiens aujourd'hui disent que ce n'était pas un coup d'État fasciste, mais ce qui contribue à faire que ce n'était pas un coup d'État fasciste, même si le nom... bref, ce qui contribue à expliquer que la République a survécu à cette crise, c'est qu'il y a eu une riposte massive des organisations de gauche qui s'unissent dans un processus complexe, mais qui au total s'unissent. Au départ, c'est le mouvement syndical qui prend l'initiative. Et en France, les grands mouvements collectifs, y compris sur des objectifs politiques, le 12 février 1934 est sans doute l'exemple le meilleur, ont toujours nécessité l'implication et souvent l'initiative du mouvement syndical. La force, ce qui crée le nombre, mais pas seulement le nombre. À gauche, c'est le poids du mouvement syndical. C'est pour ça qu'il a un poids, alors donc il y en a plus, ça se perturbe. Je répète ça. La riposte, c'est la CGT, qui la première appelle à une grève pour la défense de la République et contre le fascisme, 12 février 1934. Rejointe ensuite par la CGTU, le Parti Socialiste, le Parti Communiste, la Ligue des droits de l'homme. C'est un moteur politique s'il en est, hein. C'est pour la défense de la République menacée par les fascistes, pour ne pas faire plus politique. Et pourtant, c'est une organisation qui constitutivement se réclame de la charte d'Amiens. Mais 6 jours plus tard, quelques jours plus tard, le mouvement syndical rend l'initiative aux partis politiques. C'est-à-dire que dans une phase de crise du politique, pour des raisons multiples et diverses, les organisations de gauche divisées ne réagissent pas, réagissent différemment et donc continuent à s'entretuer encore pendant quelques jours. Le mouvement syndical prend l'initiative, il y a un mouvement collectif qui se développe et immédiatement il y a un passage de relais. Le passage de relais, ça va déboucher, je précise un peu le mouvement, hein, mais sur le pacte de l'unité antifasciste, juillet 1934, et à terme sur le processus qui conduit au Front populaire. À droite, il me semble que dans la longue durée, on n'a pas ces mêmes interactions entre la mobilisation qui peut s'opérer dans la rue dans certaines circonstances et le champ parlementaire, le champ du politique dans ses formes classiques. Les catholiques, j'ai tendance à dire qu'à gauche il faut le mouvement syndical et à droite pour qu'il y ait un grand mouvement, il faut les catholiques. Mais les catholiques qui manifestent en 24-25, enfin 25-26 contre l'application de la loi Alsace-Lorraine, ils manifestent en 84 contre la loi Savary, c'est l'école. Il y a un rapport avec la manif pour tous, hein, c'est quand même la transmission, c'est pas de même nature, mais c'est quand même toujours la famille et la transmission. C'est un problème de l'entre-soi, plus compliqué cette fois-ci parce que ça se donne comme universel. En 24, en 25-26, ils manifestent surtout pas à Paris. C'est pour ça qu'on a oublié ces manifestations qui sont énormes, mais pas à Paris. Parce que tacitement, on ne cherche pas l'affrontement direct avec les pouvoirs publics. En 84, il y a des déclarations qui disent surtout pas la date du débat parlementaire, nous ne voulons pas faire
démonstration, etc., prise de distance. Cette fois-ci, on a bien vu que l'UMP frappait la porte, et un peu plus. Les catholiques, dans des formes organiques nouvelles, ont pris leur distance par rapport aux politiques instituées. Ce qui me frappe, moi, c'est qu'en février 1934, on n'est pas très loin j'exagère un peu, mais on n'est quand même pas très loin de 25-26. C'est les mêmes hommes, c'est les mêmes organisations qui ne sont pas là. C'est-à-dire que les catholiques français, pour des raisons qui tiennent, je ne sais pas si c'est à 1905 ou autre chose, sont un acteur politique, mais sont un acteur de leur politique. Et donc ne feraient pas avec des mouvements initiés par d'autres sur d'autres objectifs et les tiennent à distance. Une fois de plus, je ne sais jamais comment l'histoire finit, mais jusqu'à avant-hier. Et donc, et si je prends sur un autre biais, jour de colère, on dégage, d'accord, mais après qu'est-ce qu'on fait c'est pas un projet stratégique. Donc on a des acteurs dangereux, je ne suis pas en train de dire qu'ils ne sont pas dangereux, éminemment dangereux, mais leur rapport à la politique instituée, leur rapport au champ parlementaire, pour le moment n'existe pas. Et à partir de là, c'est un peu la déstabilisation. Si on prend jour de colère, je pense que c'est la déstabilisation pour la déstabilisation. Déstabiliser, il en restera toujours quelque chose, mais je crois qu'ils, pour le moment, ils ne sont pas l'acteur de ce qu'ils entendraient construire une fois la déstabilisation revenue. Je vais m'arrêter là, c'est pas une conclusion. C'est un moment que je parle, et puis comme je ne suis pas sûre que je puisse conclure mon histoire, donc je m'arrête là, et je pense que dans la discussion, on va pouvoir relayer sur certains points.